Salut tout le monde, bienvenue sur AOS Geeks. Alors aujourd'hui, je suis en compagnie de Yann et Alex. On parle aujourd'hui dans la série Comment vaincre des Caradron Overlord, une des factions les plus fortes à l'heure actuelle, en tout cas une des très bien positionnées dans le méta, qui cause beaucoup de casse-tête à beaucoup de joueurs. C'est une armée qui tire et qui bouge beaucoup. Alors Alex, toi tu es un joueur Caradron, tu as eu beaucoup de succès avec, tu les aimes beaucoup. Comment est-ce qu'on fait pour t'affronter pour avoir une chance de gagner? Je me sens mal. Pour vrai, tu sais, je me sens comme si je trahis ma faction. Je suis un peu. En tout cas, bref. Euh, Révèle-nous tous tes secrets. ouais, ben pour vrai, oui. Puis j'ai quand même, s'il y a beaucoup, beaucoup de façons. S'il y a une armée, peut-être dans le top méta, tu sais, mettons, on fait un genre de grand top 5 là, avec Zinch, avec Séraphon, avec Luminette, Caradron, puis moi, personnellement, je mettrais Ident aussi là-dedans. Là. Avec ce top 5-là, je pense que celle qui a le plus de failles, de faiblesses, je pense que c'est Caradron. Il y a deux excellentes forces avec cette armée-là. Et c'est vraiment monumental, sans quoi la faction ne serait pas ce qu'elle est dans le méta. Premièrement, les forces, la mobilité. Je pense que c'est de loin son plus grand atout, plus que le tir encore, parce que juste avoir une capacité de redéployer quasiment l'entièreté de son armée, ronde après ronde après ronde, ça vaut extrêmement cher et c'est très, très, très difficile à gérer pour beaucoup d'armées. Si tu me permets, Alex, en fait, c'est cette mobilité-là qui permet d'optimiser l'utilisation du tir. Parce que là, ton tir à 18 pouces devient n'importe où sur la table Ouais. à cause de la mobilité. Ouais, et on peut vraiment aller chercher, on peut vraiment profiter facilement des erreurs de l'adversaire pour aller chercher une unité qui est non. Donc, toutes ces raisons-là, je pense que l'aspect mobilité, puis souvent en plus, il y a beaucoup de joueurs qui affrontent les caradrons, et même en fait, beaucoup de joueurs caradrons qui oublient que dans la phase de mouvement, on peut aussi bouger les modèles, pas juste téléporter. Donc, avec le mouvement de base des bateaux, de base des Skyriggers, c'est tout du 10-12 pouces. Là. Fait que déjà, ça bouge très vite sans même prendre en considération l'habileté à vol en altitude. Fait que ça, pour moi, là, c'est l'habilité numéro un des caradrons. La force, c'est le mouvement. La force numéro 2, bien entendu, ben, c'est la phase de tir qui peut être tout simplement dévastatrice, qui peut essentiellement, là, grosso modo, on est capable de tasser pratiquement n'importe quelle cible en une seule phase de tir. Donc, ça devient vraiment un exercice de priorité de cible. Être capable de bien reconnaître la menace adverse et l'enrayer de facto. C'est quand même quelque chose qui est vraiment intéressant. Puis si je peux ajouter aussi une troisième force un peu, euh, elle va avec le mouvement, en fait, ça va main dans la main. Étant donné que je suis capable de redéployer l'entièreté de l'armée pratiquement, ça fait en sorte que le déploiement, je m'en fous un peu. Je peux me mettre au complet dans un coin et laisser l'adversaire se déployer. Donc, je ne dévoile pas de jeu. J'ai vraiment un déploiement qui ne sert pas vraiment à grand-chose. Donc, je ne prendrai pas de risque. Je vais me mettre dans un coin. Je vais ainsi éviter un paquet d'habilités, un paquet de sorts, un paquet d'attaques de tir. Donc, je suis capable de vraiment me défendre très, très bien avec un cordon d'arconautes pour entourer, pour protéger les différents vaisseaux. Fait que ça fait en sorte que c'est une armée qui peut être aussi difficile pour faire une frappe rapide, faire un alpha strike en langage plus précis. Donc, c'est pas mal là, les trois grandes forces d'armée. Au niveau des lacunes, les caradrons, on a quand même plusieurs. Notamment, c'est pas une armée qui va être excessivement bonne pour aller prendre des objectifs. On a beaucoup de tirs. C'est facile quand même de nettoyer un objectif. C'est facile d'éliminer les unités, mais être capable de les voler. On a très, très peu d'unités qui peuvent aller engager de façon fiable et en quantité suffisante pour vraiment
prendre l'objectif à l'adversaire. Fait que souvent, ça va se faire en 2 temps. Je vais me déployer, je vais peut-être même atterrir, je vais tirer l'unité. Le tour d'après, je vais bouger sur l'unité. Donc, ou avec un peu de chance, je réussis ma charge à 9, à 8, peu importe si j'ai un Skyhook ou non. Mais c'est pas une armée qui va exceller dans ce type de combat-là. C'est pas une armée qui va exceller non plus dans un combat d'attrition. Donc, une armée qui a une bonne résilience, qui peut encaisser, ça va être extrêmement difficile pour des Caradons. Je pense à des armées comme Nurgle, comme des Fire Slayer, qui ont des résistances innées aux dommages, ce qui fait en sorte que c'est vraiment plus difficile. La deuxième grosse lacune ou la faille à exploiter, je dirais, et c'est là qu'une armée que Vincent, tu vas être super content de m'entendre dire ça, qui est souvent peut-être pas vu dans le top du méta, mais contre les Caradrons, c'est un cauchemar à jouer, c'est Night Hunt. Night Hunt, pour plusieurs raisons. De un, de par la puissance de feu Caradron vient entre autres du Rend sur pratiquement toutes les armes. Night Hunt, c'est une mécanique qu'on va enrayer. Deuxièmement, et ça c'est je pense le point le plus important, c'est une armée de masse, généralement peut avoir des grandes unités, occuper la table. Donc, des fois, un réflexe pour des joueurs, c'est de dire, je ne jouerai pas en premier contre un joueur Caradron parce que je ne peux pas encaisser 2 tours collés de phase de tir. Ça peut être vrai. Par contre, être capable de commencer et avec des armées qui sont nombreuses, aller occuper la table. Et surtout, j'ai juste le mot anglais, mais deny, empêcher les zones d'atterrissage pour les bateaux Caradron, ça peut vraiment, vraiment, vraiment faire suer un joueur Caradron. Les parties qui ont été le plus serrées, que j'ai eu le plus de fil à retordre, c'est contre des joueurs qui étaient capables d'occuper la table. Vraiment, là, de mettre des unités puis de bloquer tous les endroits où je pouvais me téléporter, m'empêchant de choisir mes cibles, m'empêchant vraiment de commencer à je vais aller sur un flanc, je vais sur l'autre. Donc, ça peut être super crucial. Puis souvent, ça peut se faire avec des modèles uniques. Par exemple, j'ai un petit héros, un héros de support, une petite unité de 5 figurines. Je les place, je mesure vraiment un 9 pouces pour être sûr que je peux bloquer un diamètre de 18 pouces. Donc, juste une petite unité, je peux bloquer une très grande zone d'espace. Et ça, je pense qu'il faut maximiser ces choses-là contre un joueur Caradron. Il faut l'empêcher d'avoir accès à ce qu'on veut dans notre armée. Et ça, c'est une façon vraiment de faire réfléchir un joueur Caradron et même de le faire frustrer un petit peu. Parce que la plupart des joueurs Caradron, encore une fois, je le répète, vont miser quasi exclusivement sur la téléportation dans leur stratégie. Alors qu'en fait, on a un excellent mouvement aussi. Mais ça, là, c'est quelque chose à prendre très sérieusement en considération. Puis quand vous tenez un objectif, placez vraiment un modèle au centre de l'objectif pour empêcher qu'un modèle Caradron puisse se téléporter directement, parce qu'on doit rester à plus de 9 pouces d'un modèle ennemi. Donc, si j'ai des modèles qui sont sur un côté d'objectif, mais rien ne m'empêche d'atterrir dessus. Et là, à ce moment-là, je peux potentiellement nettoyer l'objectif et parce que mes figurines sont dessus, je n'ai même pas à charger, je le prends ou je le conteste. Donc, si j'ai 1 ou 2 modèles au milieu, je dois me téléporter à l'extérieur du 6 pouces de rayon de l'objectif. Oui, puis si tu permets, Alex, on rappelle que comme le tir arrive après la phase de mouvement, même si tu nettoies un objectif que l'autre n'a plus de modèle dessus, toi, tu as déjà bougé, tu tires après. Fait que là, à ce tour-là, à ton tour, tu peux pas prendre contrôle de l'objectif. Donc, ça devient extrêmement difficile pour, comme tu disais, si l'adversaire s'est installé sur les objectifs, toi, il faut que tu vides les objectifs, il faut que tu tues les modèles, mais ensuite, ça te prend un autre tour pour aller prendre les objectifs. Et lorsque vous retirez vos figurines, lorsque vous avez des pertes, retirez celles qui sont les plus proches du joueur Caradron. Donc, pour justement rallonger cette charge-là, donc des fois, on a tendance, je vais mettre à 9 pouces de toi, je vais tirer. Parfait, je vais enlever les 4, 5, 7, 8, 10 figurines qui sont les plus proches. Oups, soudainement, ta charge, au lieu que ce soit un 9 pouces, c'est rendu un 11, c'est rendu un 12 pouces. Donc, je viens encore une fois de perdre un tour pour marquer les points parce que j'ai rallongé cette charge-là. Fait que des fois, ça peut vouloir dire perdre une arme spéciale, perdre un modèle spécial, une bannière, par exemple, ou un champion d'unité, mais ça peut valoir le coup, par exemple, pour rallonger une charge Caradron là, pour empêcher d'aller prendre des objectifs. Donc ça, c'est une autre lacune, vraiment occuper la table, occuper le terrain, prenez de l'espace, dispersez-vous.
si vous avez les moyens, si vous avez le nombre de figurines, puis même si vous avez un nombre plus restreint, mesurez vraiment les 9 pouces. Donc, faites en sorte que l'atterrissage va être un peu plus difficile pour les caradrons. Une autre tactique, peut-être, c'est pour les armées qui ont beaucoup de mobilité. C'est un peu le contraire de ce que tu viens de dire. C'est en fait une espèce de tactique tortue. Donc, on se déploie littéralement en moton, là, en groupe, de manière à obliger les caradrons à venir à portée de tir. Oui, ils vont détruire certaines de nos unités, mais les unités restantes, à notre tour, vont pouvoir charger les navires caradrons. Notamment avec les Beastclaw Raiders, mais avec d'autres factions qui ont un bon mouvement. C'est une tactique qui peut assez bien fonctionner. Un bon mouvement et surtout des armées qui sont plus élites. Je pense que c'est une tactique qui était vraiment intéressante, justement, parce que là, une tactique très, très réputée pour les caradrons, c'est le flanc refusé. Donc, je vais peut-être être un peu moins agressif au niveau des objectifs lors de la première, deuxième ronde de bataille, mais je vais vraiment démanteler l'armée adverse. Donc, je vais partir sur un front, je vais vraiment utiliser une seule section du champ de bataille pour vraiment faire très, très mal, et le temps que les renforts viennent, ben moi, je vais m'en aller, je vais aller ailleurs et répéter le même principe pour une deuxième ronde. C'est encore plus fort si je peux avoir le double tour. Donc, je peux vraiment décimer une armée adverse en 2 rondes de tir. Mais tout à fait, une armée plus élite, je vous dirais, là, ça peut être l'idée de faire la tortue, comme vous avez dit, donc une formation très, très serrée, peut être une très, très bonne façon de faire, effectivement, aussi, là, dépendamment de quel type d'armée vous jouez. Là. Mais si on a une armée plus de masse, moi, j'irais pour l'occupation de la table, pour empêcher le mouvement. Puis, mais une armée d'élite, tout à fait, j'irais avec une concentration beaucoup plus centrale, pouvant réagir à gauche comme à droite, avec tous les modèles à proximité. Mais élite vraiment avec du mouvement, parce que tu vas te déployer, en fait, le caradron va se déployer à environ 18 pouces pour avoir ses tirs. Là, il faut avoir du mouvement, parce que 18 pouces, si notre unité a seulement 6 pouces de mouvement, ça nous fait une charge à 12. Là, ça marche pas. Donc, il faut vraiment, ça fonctionne pour une unité d'élite qui a un très bon mouvement seulement. Mais il y a aussi un penchant négatif à cette stratégie-là. La plupart des listes compétitives Caradron vont avoir le Warp Lightning Vortex, qui veut justement avoir une armée qui est plus groupée, pas seulement à cause des dommages, qui sont déjà très considérables, c'est une des premières sources de blessures mortelles des joueurs Caradron, et c'est même pas un sort Caradron, mais aussi pour empêcher la course, et même des fois, dépendamment comment le terrain est fait, on peut complètement bloquer des mouvements adverses aussi, surtout sur des modèles comme, tu parles des Beastclaw Raiders, comme des Stonehorn, qui peuvent pas peut-être naviguer entre les différents vortex à cause du terrain, à cause d'un paquet de choses. Donc, ça peut être effectivement quelque chose qui serait à considérer. Mais c'est sûr que si un joueur n'a pas le Warp Lightning Vortex, on peut être à ce moment peut-être plus agressif, plus consolider davantage nos positions dans un seul groupe, beaucoup plus petit, beaucoup plus regroupé, beaucoup plus à proximité. Tout à fait. L'autre point. Alex, est-ce qu'il y a des cibles prioritaires? Mettons que moi, j'ai la possibilité de tirer ou de charger. Est-ce qu'il y a des cibles prioritaires à abattre chez les caradrons? Si on prend la cible, en fait, je vais dire que le Ironclad est toujours une source importante dans la plupart des armées parce que le Ironclad, c'est le corps de l'armée. Souvent, il va y avoir des modèles qui vont être en garnison. Ça peut être des Thunderers, ça peut être des héros aussi. C'est toujours un investissement de points important que le joueur Caradron veut protéger. Et puisque le bataillon qui est peut-être le plus joué en compétitif, c'est le Iron Sky Command, qui rend toutes les unités en dedans de 18 pouces immunisées au Battle Shock, ben, c'est une autre source de fidélisation au niveau de tout ce qui est une phase de jeu complète. Là. Par contre, c'est plus facile à dire qu'à faire, parce qu'à 18 points de vie, à 3 plus d'armure, une fois par partie, peut-être même plus qu'une si on joue en Urbaz, par exemple, relancer les sauvegardes. On peut également guérir plusieurs points de vie avec des ingénieurs, avec des Riggers. Si on attaque l'Ironclad, il faut être sûr de le passer. Parce que sinon, je connais des listes qui peuvent guérir entre, je sais pas moi, presque 10 ou 12 points de vie par phase de héros sur un Ironclad. Donc, si on le détruit pas, on passe. Ah, il reste 5 points PV, bon, tu peux pas t'enfuir. Ah, ben t'as peu, je vais en guérir 12, fait que je suis presque plein, je m'en vais, merci, bonsoir. Toi, tu t'es engagé, moi, je me désengage.
Mais sinon, moi, je dirais un peu une tactique. Ce qui me fait mal, en fait, il y a deux façons de voir les choses. Soit d'enlever les Skyriggers, parce que ultimement, ce sont ces modèles-là qui vont être capables d'aller prendre des objectifs de façon plus fiable. Parce que ce sont eux qui vont se battre au corps à corps. C'est eux qui vont avoir assez de nombre. Un bateau compte pour un modèle, c'est pas terrible. Ou sinon, si possible, de couper les bateaux. Donc, les gun haulers, peut-être les ironclad, pour justement empêcher la téléportation, le vol en altitude. Je dirais que c'est peut-être les cibles prioritaires à ce niveau-là. Un autre point, une autre lacune qu'on peut exploiter, puis il y a de plus en plus d'armées qui ont accès à ce type d'éléments-là, c'est les malus. Les malus pour toucher. Tout ce qui génère, puis l'exemple que j'ai en tête, qui est le cauchemar de pratiquement tous les joueurs Caradron, ce sont les Geminids. Parce que les Geminids, non seulement font des blessures mortelles, parce que les Caradrons n'ont aucune défense contre, à l'exception d'un bateau, si un gun hauler qui est très proche. Mais honnêtement, en plusieurs parties, je pense que je m'en suis jamais servi de cette règle-là. Là. Mais donc, blessure mortelle, ça fait mal, mais aussi les moins to hit. La grande source de dommages des Caradrons, c'est la phase de tir. Donc, tout ce qu'on peut faire pour rendre cette phase-là plus difficile, ça fait une énorme différence. Les Caradrons n'ont pas des statistiques qui sont si bonnes que ça, mais c'est du volume, c'est de la quantité de dommages et c'est du rend. Mais soudainement, si les torpilles, si les drills passent de 4 à 5 plus pour toucher, on est capable d'enlever quand même un dommage qui est intéressant. Et aussi une tactique qui est vraiment intéressante pour les sorts persistants. N'oubliez pas que les sorts persistants qui vont frapper un vaisseau vont aussi affecter les modèles en garnison. Donc, les Geminids qui vont aller sur un Ironclad ou la faux qui va aller sur Ironclad va également faire les dommages et avoir les impacts sur la garnison aussi, chaque modèle qui est en garnison. Fait que ça, c'est quelque chose qui est vraiment intéressant aussi qu'on peut faire. Puis les Caradrons n'ont pas beaucoup de défense magique. Oui, on peut avoir un navigateur avec une orbe qui peut annuler un sort une fois par partie, mais c'est un sort une fois par partie. À moins qu'on joue Baraknar, ce que la plupart des joueurs compétitifs ne jouent pas, on n'a aucune habilité additionnelle pour enlever des sorts, pour dispeller, pour unbinder. Donc, je pense que si on est capable d'avoir des moins pour toucher, si on est capable, puis même avec n'importe quelle unité, n'importe quelle petite unité, engager des Skyriggers, engager des Caradrons, parce que c'est pas une armée qui est résiliente. Et chaque modèle qu'on va enlever va diminuer de quand même de façon significative la phase de tir suivante. Donc, je pense que c'est quelque chose qu'il faut garder en tête. C'est pas une armée qui est faite pour encaisser. Donc, prenez votre chance, même s'il reste 2, 3, 4 modèles dans une unité, allez engager parce que les dommages que vous risquez de causer sont probablement plus grands que ce que vous allez subir. Donc, et chaque modèle que vous éliminez, ça va être un modèle de moins qui va pouvoir vous tirer dessus. Fait essentiellement, je pense que c'est les grandes lignes, si on veut, là, pour comment vaincre les Caradrons Overlords. Peut-être un dernier truc pour vaincre les Caradrons Overlords, ce serait de jouer Idonet. C'est le meilleur truc. En fait, le terme que j'utilise, c'est Idonet, c'est la kryptonite des Caradrons Overlords. Parce que en fait, tout ce que les Caradrons font bien est non seulement annulé, mais annulé à grands coups de marteau. Je veux dire, je ne peux pas choisir ma cible, même qu'un modèle qui peut annuler une phase de tir pratiquement complète. Et l'Ishland qui ignore le rend, ça vient enlever toute espèce de force. Puis c'est pas une armée qui a tant de blessures mortelles que ça. Donc, on se base vraiment sur le rend, sur le dommage, sur le volume de tir. Donc, oui, les Caradrons sont très forts, sont très solides, parce qu'on est capable d'aller casser des synergies, on est capable d'aller enlever les héros, on est capable d'enlever les unités qu'on veut pratiquement. Donc, c'est très, très difficile de se défendre contre ça. Mais je pense que l'expression que Vincent avait sortie d'une couple de vidéos, faire le millefeuille. Je ne sais pas si c'est Vincent ou c'est toi, Yann, mais faire le millefeuille, vraiment avoir des couches, puis annuler le mouvement, vraiment là, utiliser, maximiser son 9 pouces d'écart pour limiter la possibilité. La plupart des armes de tir des Caradrons, c'est 18 pouces. Donc, si déjà on est capable de faire en sorte qu'on se pose plus loin qu'on veut, c'est pas toutes les armes qui vont se rendre où est-ce qu'on veut.
on va faire du dommage, mais on va choisir quelque part les cibles quelles cibles vont encaisser cette phase de tir-là et ne pas laisser le choix aux joueurs Caradron. Si on peut faire ça, déjà, là, c'est une bonne victoire. Retarder le plus possible les bonnes unités qui vont aller chercher nos pièces importantes. Puis des unités de masse comme des Chainrasp, par exemple, Vincent, comme des Grotz Gloomspite, ben, même si on en tue 15, si on en tue 20, ben, les 15-20 qui vont rester vont non seulement être suffisants pour détruire une unité ou deux de Caradron, mais ce qu'on va tuer va être plus important que ce qu'on va avoir perdu. Donc, je pense que c'est une bonne façon de jouer. Il faut accepter qu'on va avoir des pertes. Il faut accepter qu'il va y avoir des moments qu'on va faire « Oh mon Dieu, c'est bien trop fort ». Oui, il va y avoir des moments comme ça, mais pour vrai, là, puis j'ai joué depuis le début, là, quand on commence à perdre des unités, ça paraît. Donc, vraiment, là, focusser. Tantôt, Vincent, tu me demandais quelle unité c'est la priorité. Moi, en ce qui me concerne, ce que je déteste perdre, c'est mes Skyriggers. Parce que c'est des unités qui tirent bien et qui se battent bien. C'est ma seule dimension pour prise d'objectif. Une fois que tu m'enlèves ça, je perds beaucoup de punch, autant au tir qu'au corps à corps. Donc, m'enlever ce punch-là, personnellement, c'est ce qui rend la suite difficile. Donc, moi, j'irai avec ça. Donc, en résumé, les principales lacunes, si on veut, les principales failles à exploiter pour les Caradrons, je dirais être capable d'occuper la table. Donc, de nier, d'empêcher les vaisseaux de se poser, bien centrer des modèles sur le milieu des objectifs pour empêcher la pose sur les objectifs, mesurer votre 9 pouces pour vraiment être sûr que vous avez le plus possible de la table qui empêche un mouvement de téléportation. Si vous avez accès à des habiletés ou des sorts persistants qui rendent plus difficile le jet pour toucher, donc les moins pour toucher par exemple, c'est toujours quelque chose qui est super utile contre les Caradrons. Donc ça, c'est une autre chose qui est vraiment intéressante. Engager ces unités-là. Aller frapper les Skyriggers, c'est 2 points de vie chacun avec 4 plus de sauvegarde, c'est pas extrêmement endurant. Puis chacun que vous éliminez, c'est des tirs de moins, c'est des attaques de moins. Donc, essentiellement, là, ce sont les grandes lignes que je dirais au niveau de comment vaincre les Caradrons Overlord. Ben, merci Alex. Alors, ça le fait le tour pour cette petite vidéo sur comment vaincre les Caradrons Overlord. Si vous-même vous avez eu de l'expérience contre cette faction-là, vous avez des trucs à nous donner pour réussir à les vaincre, n'hésitez pas, laissez vos trucs en commentaire, ça va nous faire plaisir de vous lire et vous répondre. Et sur ce, on vous souhaite bon wargaming.